Le père millionnaire, en déplacement professionnel, rentra chez lui à l'improviste le jour de l'anniversaire de sa fille. Derrière la porte du hangar nichée derrière la somptueuse demeure, ce qu'il découvrit le laissa de marbre. À l'intérieur du vieux hangar, la lumière vacillait juste assez pour révéler un carton taché. Une fillette de 7 ans était assise dessus, soufflant des bougies plantées dans une tranche de pain sec. Pas de gâteau d'anniversaire. Pas de chanson. La jeune fille baissa la tête, les yeux fermés, les lèvres exprimant un souhait inexprimable. Lorsque des pas résonnèrent à l'extérieur, elle tressaillit, les mains instinctivement serrées. La porte s'ouvrit en grinçant. Victor Wells, 45 ans, venait d'arriver après 6 mois de travail en Europe. Ses années de direction l'avaient habitué aux apparitions soudaines, mais ce moment était différent de tout ce qu'il avait connu. Au lieu d'entrer par le hall principal, il se glissa par le sentier familier menant au hangar, une entrée discrète qu'il utilisait pour ne pas déranger le personnel. Mais dès qu'il franchit la porte sombre, il s'immobilisa net. Dans la pièce poussiéreuse réservée aux vieux produits de nettoyage et aux cartons jetés, sa fille était assise, bien droite, sur une chaise en bois branlante. La lueur des bougies dansait sur ses joues, projetant d'étranges ombres. Pas un bruit, pas une âme à ses côtés. Maggie, 7 ans, avait organisé une fête d'anniversaire seule. Sur une assiette en porcelaine nue se trouvait une tranche de pain demi-sec, avec une bougie rose plantée en son centre. La cire coulait régulièrement en un long et fin filet. Victor resta figé 3 secondes. C'était une demeure de 3 millions de dollars, qui avait accueilli des dignitaires étrangers, organisé des réceptions avec des chefs privés, servi du vin français et organisé des concerts. Et sa fille était là, célébrant l'événement avec une bougie allumée sur un morceau de pain sec dans une réserve. Il s'approcha, la voix basse et tremblante. « Que se passe-t-il ici ?» Maggie hocha légèrement la tête mais ne leva pas la tête. Victor se pencha et examina la tranche de pain posée sur la boîte usée. À côté, une brique de lait presque vide, ni tasse, ni serviette, ni cuillère, ni fourchette, juste une petite bougie encore allumée. « Tu as fait ça toi-même, murmura-t-il. Maggie resta silencieuse. Un claquement sec de talons résonna dans le couloir. Helena, sa seconde épouse, apparut, gracieuse dans une robe de soie beige, ses douces boucles encadrant ses lèvres rouges pâles. Son regard parcourut la table improvisée pendant une fraction de seconde. « Tu es rentré ?» dit-elle en souriant, comme si tout se déroulait exactement comme prévu. « Je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes si tôt. » Elle jeta un coup d'œil à Maggie. La fête d'anniversaire commence après le dîner. Elle a insisté pour souffler une bougie avant. Les yeux de Victor ne quittèrent pas sa fille. Helena s'approcha et posa une main sur l'épaule de Maggie. « Ma chérie, papa est rentré. Tu n'es pas contente ?» Maggie hocha légèrement la tête. Victor fixait la bougie, presque consumée jusqu'à sa base et penché de travers. « Où est le gâteau ?» demanda-t-il. Helena grimaça en ramassant la tranche de pain, puis la jeta dans une poubelle à proximité. « Dans le frigo » dit-elle. « J'allais la sortir après le dîner. » Victor regarda Maggie plus attentivement. Elle était plus mince que dans son souvenir, des mèches de cheveux dénouées et mal coiffées, sa chemise froissée, les yeux enfoncés. « Depuis combien de temps es-tu assise ici ?»« Juste un petit moment, » répondit vivement Helena. « Rosa étend les serviettes, je lui ai dit de prendre le reste de la journée pour que je puisse m'occuper de tout. » Elle lui toucha le bras avec un doux sourire. « Tu es arrivé au bon moment. » Victor ne répondit pas. Son regard parcourut la réserve, pas de gâteau, pas de ballon, pas de banderole, pas de cadeau, rien, à part le pain sec et la bougie à moitié consumée, maintenant brisée en deux dans la poubelle. Il entra lentement, s'assit à côté de sa fille et lui posa doucement une main dans le dos. « Monte avec papa, d'accord ?» Maggie leva les yeux un instant en surprise, joie, puis inquiétude mais elle ne dit rien. Elle se leva et lui prit la main. Ensemble, ils montèrent les marches, chaque pas résonnant comme un objet enfoui depuis longtemps qui s'éveillait. Leurs ombres s'étendaient sur le mur, se fondant dans la douce lumière en contrebas. La petite bougie brûlait encore dans la poubelle, à côté d'une brique de lait vide. À l'intérieur de Victor, quelque chose s'était fissuré, non pas à cause du pain ou de la vieille bougie, mais parce que sa fille n'avait montré aucune réaction lorsque la seule chose qui lui appartenait le jour de son anniversaire lui avait été retirée. Il ne savait pas encore que la porte du hangar ne s'était pas ouverte pour le laisser rentrer, mais pour le forcer à affronter tout ce qu'il avait autrefois détourné du regard. Cette fois, il ne pouvait plus fermer les yeux. « Oh »
Et tu devrais aller voir la chambre de Rosa, je viens de peindre ce mur d'angle de la couleur choisie par Maggie. C'est vraiment mignon, entendit Elena crier Victor. Il regarda Maggie, qui serrait sa tasse de lait. Le petit hochement de tête qu'elle lui avait adressé plus tôt ressemblait soudain moins à une confirmation qu'à une acceptation silencieuse. Après le petit déjeuner, tandis qu'Elena sortait dans le jardin pour passer un appel, Victor fit un détour par le bureau. Il s'assit devant le panneau de sécurité tactile et scruta le plan du 2e étage. Aucune caméra dans le couloir devant la chambre de Maggie. Aucune non plus près de l'escalier de service. Un angle mort total. Son froncement de sourcils s'accentua tandis qu'il feuilletait le contrat d'installation. Une petite note en bas de page lui serra la poitrine, 2e étage exempté d'équipement, conformément à la demande expresse de la cliente, Madame Elena Wells. Il fixa ces mots comme s'il les avait giflés. La chambre de sa fille n'était pas surveillée. Victor vérifia les caméras du rez-de-chaussée, la cuisine, le salon et le couloir étaient tous filmés. Le débarras et la buanderie n'avaient qu'une seule petite caméra, cachée dans un coin. Il rembobina les images du petit matin, et la trouva, Rosa, penchée en avant, ouvrit la porte du débarras. Une petite silhouette la suivit, Maggie, serrant un coussin et une fine couverture, pénétrant sur la pointe des pieds. Puis toutes deux disparurent dans l'obscurité lorsque la porte claqua. Un froid lent et insidieux se répandit dans les veines de Victor. Sa fille avait passé la nuit dans le débarras, un soir où son père était à la maison. La chambre à l'étage n'était qu'une scène. Le dîner commença à 18h30, la cuisine baignée d'une douce lumière encastrée. Elena dressa la table elle-même, serviette pliée en triangle parfait, un verre de vin pour Victor, un jus de fruits pour Maggie. Le plat principal était un poulet rôti à la française avec du pain multigrain et une soupe de maïs crémeuse. Victor était assis en bout de table, Elena en face de lui et Maggie à côté de son père. Ce plat vient du cours de cuisine que j'ai suivi au Four Seasons, dit Elena en posant sa serviette sur ses genoux. Victor acquiesça sans commentaire. Elena n'arrêtait pas de parler du nouveau cours de méditation auquel elle s'était inscrite grâce à ses amis du club de golf et de son projet d'inviter le directeur de l'école pour discuter de l'éducation de Maggie. Elle parlait comme si elle faisait une présentation, douce, légère, toujours souriante au bon moment. Mais chaque fois que Maggie essayait de parler, Elena la coupait. Quand Victor demanda enfin, « Alors, Maggie, qu'as-tu appris à la maison aujourd'hui ?» Elena intervint la première. Elle a fait des dessins, vraiment mignons. J'en ai accroché un dans le couloir à l'étage. Tu vas le voir. Maggie hocha légèrement la tête, mais ne répondit pas. Elle fit tournoyer sa cuillère entre ses doigts et baissa les yeux. À mi-repas, Maggie renversa accidentellement son verre. Il se renversa sur le set de table sans se casser, mais de l'eau se répandit sur la table, formant une flaque au bord de son assiette. L'espace d'une fraction de seconde, l'expression d'Elena vacilla où sa main tressauta, ses yeux s'agitèrent avant de s'adoucir à nouveau. Oh là là, on dirait que la petite princesse à papa est un peu maladroite aujourd'hui, roucoula-t-elle. Ce n'est rien, ma puce. Laisse maman nettoyer. Elle attrapa une serviette et essuya la table rapidement et résolument, puis se tut. Maggie refusait toujours de croiser le regard de qui que ce soit. Victor ramassa le verre et le remit à la verticale. La fille murmura, « Je suis désolé. » Ce n'est rien, répondit-il doucement. Juste un accident. Le repas se termina par une mousse au citron. Elena servit un autre verre de vin à Victor et dit à Maggie d'aller se brosser les dents. Maggie obéit, se leva et se retourna juste assez longtemps pour que Victor remarque une marque rouge sur son bras courte mais nette, comme si quelque chose l'avait arraché. Maggie, attends, dit-il doucement. Qu'est-ce qui t'est arrivé au bras? La fille se retourna, le bras caché derrière elle. Elle sourit faiblement. Je l'ai attrapé dans la porte ce matin. Elena entra et brossa les cheveux de Maggie. C'est vrai. J'ai failli lui claquer la porte de la buanderie au nez. J'ai déjà mis de la crème dessus. Rien de grave. Victor hocha la tête, mais son regard suivit la silhouette de Maggie qui s'éloignait dans l'escalier. Ce soir-là, après qu'Elena se soit couchée tôt, Victor resta en bas. Il se prépara un café, s'installa devant le moniteur de sécurité et rembobina les images de 17h30 à 18h, l'heure à laquelle il se préparait pour le dîner. Il vit Rosa mettre la table, essuyer les plans de travail, aucun signe d'Elena en train de cuisiner, de verser du lait ou de nettoyer. Il passa au dîner, le son, mais pas la vidéo de Maggie laissant tomber son verre. 10 minutes plus tard,
Rosa réapparut seule, en train de nettoyer. Toujours pas d'Elena. Puis Victor le remarqua, la caméra de la cuisine avait été détournée, puis remise à sa position initiale. Victor resta silencieux un moment, puis appela Jim Hartley. « Si vous appelez à cette heure-ci, » répondit Jim après 2 sonneries, « soit vous avez besoin d'un verre, soit il se passe quelque chose de grave. » Victor força un léger sourire. « Pas un verre. Je dois demander si je peux récupérer les images de vidéosurveillance comme preuve personnelle. » Jim marqua une pause. « Que se passe-t-il? Tu crois que Maggie va bien? » Victor resta silencieux 2 secondes. Je ne l'ai jamais vue aussi calme. À l'étage, Elena dormait. La chambre de Maggie était plongée dans l'obscurité. Victor ouvrit doucement la porte. La pièce était telle qu'elle était ce matin-là, oreiller intact, rideaux intacts, pas un souffle d'enfant. Un souvenir lui revint, son ex-femme Caroline tenant bébé Maggie dans ses bras, murmurant « Si un jour je ne suis plus là, fais en sorte qu'elle se sente vraiment à sa place. » Il avait essayé, jusqu'à ce qu'Elena surgisse à son plus grand moment de faiblesse. Elle était douce, compétente, semblait se soucier d'elle, et il lui avait tout donné. Maintenant, il voyait clair, Maggie ne dormait pas ici. Elle vivait avec permission. Le lendemain matin, la brume recouvrait le jardin, et le printemps s'accrochait à la majestueuse demeure dans un silence mélancolique. Victor Wells traversa le couloir pieds nus, les mains enfoncées dans les poches de son pantalon, d'un pas doux comme pour ne rien déranger. Il s'arrêta près de la buanderie, où la faible lumière fluorescente projetait de longues ombres sur le carrelage. À l'intérieur, Rosa, la gouvernante mexicaine depuis 4 ans, pliait un drap blanc avec une précision méticuleuse. La pièce sentait bon le propre et paraissait soignée, mais elle semblait réservée, comme un endroit où l'on aurait appris à se taire trop longtemps. Rosa le regarda d'un air surpris. « As-tu mangé quelque chose ce matin » demanda-t-il doucement. Elle déglutit, les joues rouges en se retournant. « Oui, monsieur Wells. J'ai mangé un morceau de pâtisserie que Victor m'a donné. » Il fit un petit signe de tête et entra, s'appuyant contre l'encadrement de la porte. Son regard ne quitta pas son visage. « Tu es de garde de nuit, n'est-ce pas? Maggie descend encore dans ta chambre de temps en temps. » Rosa marqua une pause, pliant le drap de ses doigts tremblants. « Parfois, elle a du mal à dormir. Je reste assise avec elle un moment. » Victor fronça les sourcils tandis qu'il s'approchait de quelques pas. « J'ai vérifié la chambre de Maggie hier soir. Elle n'y a pas dormi. L'oreiller était impeccable, pas de plis, rien de froissé. Tu le savais, n'est-ce pas? » Les mains de Rosa se resserrèrent autour du drap. Elle baissa les yeux, silencieuse. « Je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit, » poursuivit Victor doucement. « J'ai juste besoin de savoir, est-ce Elena qui a empêché Maggie d'entrer dans sa chambre? » Au nom d'Elena, Rosa se figea. Après un instant d'hésitation, elle hocha légèrement la tête, les yeux toujours fixés au sol. Le soir plongeait la villa dans un silence si complet qu'il semblait figé comme dans une salle d'exposition. Rosa retourna dans sa chambre, chaque pas mesuré. Elle verrouilla la porte, s'agenouilla près de son lit et ouvrit une boîte en bois cabossée. Ses coins étaient usés, la charnière protestait dans un léger grincement. À l'intérieur se trouvaient des dessins au crayon désordonnés et enfantins, mais chargés d'émotion. Un croquis la fit s'arrêter, Maggie se tenait à côté d'une femme qui ressemblait à Rosa, tandis que derrière elle, une silhouette noire monstrueuse sortait d'une porte entr'ouverte, dents découvertes. Pas de titre, pas de légende, juste la panique brute dans les traits tremblants de la jeune fille. La poitrine de Rosa se serra en effleurant le bord du papier. Ce n'était pas un fantasme, c'était la confession tacite de Maggie. Doucement, elle repoussa la photo et referma la boîte. Plus tard, dans le couloir du 2e étage, Victor attendait au fond. Les appliques éclairaient la moitié de son visage. Calme mais indéchiffrable, il demanda « Qu'est-ce que tu cachais sous le lit ?» Rosa soutint son regard avec assurance. « C'est ce que la fille n'a pas pu garder dans sa chambre », souffla-t-elle. Victor l'observa en silence, puis hocha la tête. « Je pense qu'il est temps de cesser de se taire. » Rosa baissa les yeux. D'une voix à peine murmurée, elle dit « Je sais, mais s'il vous plaît, accordez-moi une nuit de plus. Je dois être prête. » Il recula, lui accordant l'espace dont elle avait besoin. Dans la lueur de la bibliothèque, Victor était assis devant le panneau de sécurité. La faible lumière de l'écran dessinait des rides de fatigue sur ses joues.
Une carte de chaque caméra clignotait devant lui, mais quelque chose clochait, trop d'angles morts. Il fit venir Daniel Lowe, un ancien camarade militaire et technicien de confiance. Sans un mot, Daniel lança un diagnostic. À la fin, il fronça les sourcils. Il y a un programme d'arrêt automatique tous les soirs de 20h à 22h, ce qui désactive précisément les caméras de la chambre de Maggie et de l'escalier. Les yeux de Victor se plissèrent. Daniel ajouta, et il y a un brouilleur de signal faible dans le coin du couloir du 2e étage, il efface les images au moment critique. Victor se pencha, reconstituant l'histoire. C'était précisément à ce moment-là qu'il pensait avoir appelé Maggie sur FaceTime, mais elle n'apparaissait jamais à l'écran. Il a suivi les images granuleuses d'une caméra auxiliaire installée dans le couloir. À 21h12 la veille, Maggie est entrée sur la pointe des pieds dans le débarras, un oreiller à la main, la même pièce où il l'avait un jour trouvé en train de souffler ses bougies d'anniversaire sur du pain grillé. Ce soir-là, au lieu de regarder la conférence, Victor prépara du café et se glissa dans la réserve. Sous la faible ampoule jaune, son ombre se profilait sur les murs de briques brutes et les cartons. Il sortit une petite caméra autonome connue seulement de lui et de Daniel et la fixa discrètement sur une poutre, pointant le matelas fin de Maggie. Ce n'est pas une maison, pensa-t-il en fixant l'appareil. C'est une scène, et ma fille n'a jamais eu de scénario. Pendant 3 nuits, il repassa les images cachées. La première nuit fut silencieuse. La deuxième nuit montra Rosa assise près du lit de Maggie, murmurant des histoires. La troisième nuit, à 21h18, Elena entra, sa chemise de nuit en soie collée à sa silhouette, son maquillage légèrement taché. À la main, une pile de papier de couleur. « Elena » murmura Maggie en se recroquevillant. « J'ai juste dessiné ce que je voulais. » La voix d'Elena était froide lorsqu'elle saisit les papiers. « Qu'est-ce que j'ai dit ? Interdit de dessiner des gens dans cette maison, interdit de me dessiner comme une sorte de démon. » Elle déchira les dessins d'un coup sec, secouant les épaules de Maggie. « Si tu continues à crier au secours, tu apprendras ce que signifie vivre sans âme à qui parler. » Compris. Maggie hocha la tête, les larmes coulant silencieusement. Elena lissa les cheveux de Maggie, son sourire naturel ne faiblissant jamais, et partit juste au moment où la caméra principale déclenchait le déclic. La main de Victor pâlit, agrippant le bord de la table. Plus de soupçons, il avait maintenant des preuves. Il se dirigea vers la porte de Rosa et frappa doucement. À l'intérieur, Maggie serrait son vieil ours en peluche dans ses bras. Victor s'assit à côté d'elle, un silence planant entre eux. Finalement, il demanda, « Veux-tu me dire ce que tu n'as pas pu dire ?» Maggie ne leva pas les yeux. Elle murmura doucement, « J'ai peur, maman. » Elena va le découvrir, avoua-t-elle d'une voix tremblante. « Si je te le dis, tu vas te fâcher et repartir. » Victor se figea. Puis il se pencha et serra sa fille dans ses bras. « Je suis là, » murmura-t-il. « Je ne vais nulle part. Quoi que tu dises, je reste. » Maggie lui serra fort le bras. « Alors, s'il te plaît, supplia-t-elle, ne me fais plus taire. Ne me laisse plus seule, d'accord, papa ?» Victor la serra contre lui. Au fond de lui, il savait que c'était la première fois que Maggie s'exprimait vraiment et il l'écoutait vraiment. Le lendemain, Victor était de nouveau assis dans la bibliothèque. La lueur bleutée de l'écran flottait dans l'air lourd et humide. Il rembobina les images enregistrées par la caméra de la veilleuse dans la chambre de Maggie. Au 3e visionnage, Victor ne regardait plus l'écran, il fixait ses mains. Le léger tremblement de ses doigts vieillissants trahissait une vérité si crue qu'elle menaçait de briser son sang-froid. Sur la vidéo, Elena se tenait près de Maggie. Sa voix était douce comme du miel, mais une lueur dangereuse brillait dans ses yeux. « Tu crois pouvoir me salir avec ce petit coup stupide » siffla-t-elle. Maggie recula, serrant son dessin contre elle. Elena lui attrapa le poignet et arracha le papier. Les épaules de Maggie tremblèrent, mais elle ne pleura pas. « Tu crois que je n'ai pas remarqué qui t'a appris à réfléchir » ricana Elena. « Je vais te montrer ce qu'est un vrai cauchemar. » Elle déchira le dessin et en jeta les morceaux dans la cheminée vide. Elena pencha la tête et murmura, « Souviens-toi de ça, tais-toi. Personne ne te croira de toute façon. » Maggie ne put se résoudre à lever les yeux. Victor voyait tout à sa façon de se recroqueviller. Puis la vidéo révéla une autre scène. La caméra filma Elena entraînant Maggie vers la salle de bain. Le jet d'une douche froide claqua sur les images. Elena grogna, « D'accord. Dors ici,
Alors. Il fait froid, non? Ne réponds pas la prochaine fois. Elle claqua la porte, laissant Maggie grelottante et trempée, sans serviette ni réconfort. Victor détourna le regard de l'écran. Sa respiration ralentit, chaque souffle lui serrant la poitrine comme une pierre. Ce qui s'agitait en lui n'était plus seulement de la colère, mais de la culpabilité, de l'obsession et du chagrin, arrivés trop tard. Il avait cru autrefois qu'offrir une vie stable suffisait à un enfant qui avait perdu sa mère. Il réalisait maintenant qu'il avait disparu au moment même où sa fille avait le plus besoin de lui. Il n'était plus simplement un mari qui avait essayé et échoué, il était un père obligé d'affronter la vérité, il avait fait confiance à la mauvaise personne, et le prix à payer avait été l'enfance de sa fille. Ce soir-là, Victor proposa à Rosa de le retrouver dans le jardin, sous la douce lumière jaune du lampadaire. Sans un mot, il lui tendit une clé USB. Rosa la prit en silence. Sur l'ordinateur portable, la voix d'Elena résonna tandis que la vidéo reprenait. La silhouette de Maggie apparut à l'écran, traînée sur le sol. Rosa retira sa main de sa bouche, les yeux embués de larmes. « S'il vous plaît, murmura-t-elle, ne laissez pas cela durer plus longtemps. » Victor posa une main sur son épaule, d'une voix basse mais assurée. « Tu gardes autre chose, Rosa? Quelque chose qui puisse m'aider à la démasquer? » Rosa hésita, puis hocha la tête. « Viens avec moi. » Elle le conduisit au sous-sol, où la lumière du soleil ne pénétrait jamais. La pièce sentait le moisi, le tissu usé et la peinture écaillée. Dans un coin ombragé, en partie caché par un rideau poussiéreux, se trouvait une boîte en carton froissé. Rosa s'agenouilla et l'ouvrit doucement. À l'intérieur se trouvaient les dessins au crayon de Maggie, certains délavés, d'autres froissés, comme cachés par la peur. « C'est ce qu'elle laissait dans ma chambre, » dit doucement Rosa. « Je n'ai jamais eu le courage de les jeter. » Victor souleva soigneusement chaque dessin. L'un représentait Maggie recroquevillée dans un placard à balais, en noir, gris et violet. Un autre représentait une porte claquée et une silhouette adulte menaçante soulevant ce qui ressemblait à une ceinture. Rosa prit une longue inspiration. Un jour d'hiver, elle faisait s'agenouiller Maggie dans le débarras pendant des heures parce qu'elle avait renversé de l'eau. Maggie ne portait qu'une chemise fine et grelottait sur le porche dans le vent glacial. J'ai essayé de lui glisser une écharpe par la fenêtre, mais elle avait trop peur. J'ai vu une fois Elena lui frapper la main avec une cuillère en métal parce qu'elle ne mangeait pas assez vite. Une autre fois, elle l'a enfermée dans la buanderie toute la nuit, sans lumière. J'ai voulu te le dire tellement de fois, admit Rosa, la voix tremblante. J'ai écrit des lettres. J'ai même apporté des preuves au commissariat, mais Elena l'a découvert. Elle a menacé de me dénoncer pour séjour illégal ici et a dit qu'elle m'accuserait de vol pour me faire perdre mon emploi. Un petit bout de papier flottait dans la main de Victor. D'une écriture enfantine, on pouvait y lire « Papa, si tu lis ceci, je t'aime toujours beaucoup, mais j'ai peur. Je ne veux pas être oublié comme si je n'avais jamais existé. » Victor sentit une boule lui monter à la gorge. Il serra le papier comme si le serrer trop fort risquait de briser le passé de façon irréparable. Il remit les dessins dans la boîte et prit une grande inspiration. Regardant Rosa, il dit, « À partir de maintenant, on ne se tait plus. » Rosa hocha la tête, le regard fixe pour la première fois. « Je serai à tes côtés, et à ceux de Maggie. » Victor hocha la tête, mais l'expression dans ses yeux exprimait plus que de la gratitude. C'était du feu ou quelque chose depuis longtemps enfoui sous des années de travail, des poignées de main politiques et l'épuisement silencieux d'un homme qui avait perdu sa femme trop tôt. Désormais, il n'était plus en marge. Il était un père, un témoin, et celui qui mettrait fin au jour où Maggie vivait dans le silence et la peur. Non pas par devoir. Non pas pour redorer son blason. Mais parce qu'il était furieux contre lui-même de ne pas avoir été là et furieux contre la femme qui avait comblé cette absence et anéanti l'enfance de sa fille. Non pas pour les trophées ou les gros titres, mais pour protéger le peu de lumière qui subsistait dans la vie d'une fille qui avait connu bien trop d'obscurité. L'atmosphère au sein du domaine Wells commença à changer. Victor n'errait plus sans but dans les couloirs. Il était devenu à la fois observateur et homme d'action. Pourtant, il n'avait toujours pas confronté Elena directement, non pas faute de preuves, mais parce qu'il la connaissait trop bien. C'était une manipulatrice hors pair, experte dans l'art de déformer les faits à son avantage. S'il agissait trop tôt, elle changeait de tactique instantanément, elle se faisait passer pour la victime, dépeignait Maggie comme une enfant menteuse, voire le poursuivait en justice pour de fausses accusations dans sa propre maison. Pendant des années.
Il avait confié à Elena les clés de la vie de sa fille sans hésiter, incapable de risquer une autre erreur. Il avait besoin que Maggie croie qu'elle avait le contrôle. Il avait besoin qu'elle se sente en sécurité. Suffisamment en sécurité pour s'éclipser ce matin-là. Victor se servit une tasse de café noir et s'adossa à la baie vitrée de la bibliothèque, contemplant le jardin encore noyé dans la brume. La faible lumière dansait sur son visage las, calculateur mais embrasé d'une détermination ardente. Il sortit son téléphone et appela Jim, le chef de la police de la ville et un vieil ami d'université. La ligne sonna 3 fois avant que Jim ne réponde. « Victor, pourquoi appelle-t-il si tôt ? » « J'ai une question à te poser, » dit Victor sans préambule. « L'année dernière, as-tu reçu un signalement concernant un enfant qui pleurait chez moi ?» Un lourd silence s'installa sur la ligne. Finalement, Jim répondit lentement, « Oui, un appel anonyme juste après minuit. Ils ont dit avoir entendu un bébé pleurer sans arrêt, et on aurait dit que des choses s'écrasaient contre les murs. » Victor serra la tasse de café avec force, jusqu'à ce que la chaleur lui pénètre la paume. Ce n'était rien comparé à la fureur glaciale qui se répandait dans sa poitrine. « Et tu y es allé ? » ?»« J'y suis allé avec l'agent MC Tavish. » Elena a répondu calmement, a souri et a dit que Maggie avait un léger rhume et dormait à l'étage. Elle nous a même montré les images de sécurité, tout semblait calme. Jim hésita. Maggie n'apparaissait pas dans les vidéos. La voix de Victor baissa. Cette nuit-là, Maggie est restée enfermée dans la réserve pendant 5 heures. Sans électricité, sans couverture. Il déglutit difficilement. J'ai visionné les images de la caméra cachée. On y voit Elena la traîner à l'intérieur, verrouiller la porte de l'extérieur, puis monter la vidéo avant de vous la montrer. Il y eut un léger clic, comme si Jim s'était levé de son bureau. « Bon sang », murmura-t-il. « Si c'est vrai, on a raté un avertissement clair. Je vais rouvrir le rapport, consulter le journal de service. S'il y a une faille, je serai à tes côtés. » Victor expira, le soulagement et la gratitude se mêlant dans sa poitrine. « Merci. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne vraiment ce qui se passe ici. » Ce soir-là, Victor convoqua Rosa à la bibliothèque. Lisa Daniels, une jeune avocate perspicace et connue pour son travail acharné en matière de protection de l'enfance, arriva en même temps. Victor avait admiré l'empathie de Lisa lorsqu'elle avait défendu une enfant de 8 ans victime de maltraitance à la télévision. Lorsqu'il l'avait appelée pour lui demander simplement « Ma fille, je veux la sauver de cette peur », elle avait répondu « Je serai là ». Lisa a documenté chaque détail. « On ne va pas laisser ça continuer », a-t-elle dit. Ensemble, ils ont élaboré leur plan. Séparer Maggie d'Elena légalement et temporairement. Un examen médical de routine a servi de prétexte pour faire sortir Maggie de chez elle pendant quelques heures. Durant ce laps de temps, un psychologue et un avocat s'entretiendraient avec Maggie en privé, évalueraient son état et recueilleraient des témoignages. 2. Rassembler toutes les preuves. Victor et Rosa rassembleraient des images non montées de caméras cachées, la déclaration de Rosa et tous les dessins et notes laissés par Maggie. Lisa rassemblerait le tout pour une pétition d'urgence auprès des services de protection de l'enfance exigeant une intervention immédiate. 3. Préparez-vous à une réaction juridique. Elena pourrait engager son propre avocat, se prétendre victime ou falsifier des documents. Il se coordonnerait avec Jim pour vérifier les rapports cachés et révéler toute falsification. L'objectif, priver définitivement Elena de son droit d'accès, afin qu'elle ne puisse plus jamais nuire à un autre enfant. Pendant que Lisa et Rosa se mettaient au travail, Victor retourna à son bureau pour inspecter les systèmes électroniques de Holmes. Il déterra des fichiers cryptés ou des enregistrements audio d'Elena complotant pour ajuster sa version des faits si elle était interrogée. Ce tissu de mensonges n'était plus un soupçon, mais une conspiration organisée. Après cette discrète séance de stratégie, Lisa s'échappa par une porte de derrière. Victor se retira dans son bureau. Rosa conduisit Maggie en bas, sa nouvelle mission étant de la garder près d'elle comme un bouclier vivant. Elle comprenait qu'avec Elena, un simple regard pouvait effacer toute trace de résistance. Rosa resta aux côtés de Maggie, mémorisant chaque nuance de l'humeur de l'enfant, prête à repérer le moindre signe de danger. Ils entrèrent dans la cuisine chaleureuse, une douce lumière jaune se répandant sur le plan de travail en pierre. Maggie tira la manche de Rosa et murmura « Un verre de lait chaud avant d'aller au lit, s'il vous plaît ». Rosa sourit et se pencha pour le servir. Puis Elena apparut au bout du couloir, son silence glacial. Rosa se figea. Maggie s'accrocha à sa jupe, les yeux écarquillés de peur.
Aucun mot n'a été échangé. Le regard froid d'Elena en disait long. Mais Rosa tint bon, posant une main ferme sur l'épaule de Maggie aux promesses silencieuses de ne plus détourner le regard. Le sang-froid d'Elena vacilla, percevant le changement dans la maison où les regards furtifs, la confiance discrète de Maggie en Rosa et l'expression réservée de Victor. Par-dessus tout, elle ressentait cette perte de contrôle rampante qu'elle méprisait. Ce soir-là, après le départ de Victor pour une réunion dans la ville voisine, Elena passa à l'action. Elle appela un centre de réadaptation psychologique pour enfants, affirmant que Maggie souffrait de délire, se parlait à elle-même et dessinait des images violentes. Elle demanda une admission d'urgence, espérant que Maggie serait retirée dans les 48 heures. Rosa, traversant le couloir, entendit l'appel. Elle retourna dans sa chambre, chercha son téléphone et essaya d'appeler Victor. Le signal dans les quartiers des domestiques grésilla et s'éteignit après un message vocal de 15 secondes. Mais le message de Rosa était clair, le danger était proche, et cette fois, ils étaient prêts à l'affronter de front. La voix d'Elena résonna dans l'escalier, douce mais insistante. Elle conduisit Maggie dans la pièce faiblement éclairée, sans un mot de réconfort ni d'avertissement, ferma fermement la serrure derrière elle. Il n'y eut ni explication, ni réprimande, seulement un regard froid et un ordre sec. Tu ne descendras pas dîner ce soir. Reste ici. Rosa entendit le verrou s'enfoncer et comprit qu'elle ne pouvait plus attendre. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle sortait le petit trousseau de clés de secours de sa cachette dans le tiroir du bas. Le cœur battant, elle glissa la première clé dans la serrure, la tourna avec une force déterminée et poussa la porte. Maggie était assise, recroquevillée dans un coin, les yeux écarquillés de peur. Lorsqu'elle aperçut Rosa, l'enfant ne dit rien, elle tendit simplement la main et la serra de toutes ses forces. Rosa l'entoura d'un bras et la guida vers la porte de derrière, celle-là même que le réparateur avait utilisée plus tôt. Une légère bruine commençait à tomber. Rosa sortit une écharpe douce de la poche de son manteau, la drapa sur la tête de Maggie pour la protéger de la pluie et se précipita vers la maison de Jim. Le cri d'Elena résonna dans le couloir lorsqu'elle découvrit la pièce vide. Rosa, hurla-t-elle en traversant le débarras, la cuisine et la bibliothèque. La panique la tenaillait, sa fille avait disparu. Elle chercha son téléphone et appela la police d'une voix affolée. On a kidnappé ma fille. La femme de ménage, Rosa. À l'arrivée des policiers, Maggie était en sécurité sur le canapé de Jim, enveloppée dans une couverture chaude, Rosa fidèlement perchée à ses côtés. Jim, en civil et toujours sa tasse de café serrée dans ses mains, ouvrit la porte avec une autorité calme. Elle n'a pas été kidnappée, a-t-il déclaré aux policiers. Elle est ici avec le consentement de son tuteur légal, son père biologique, et j'ai personnellement assisté à son arrivée. Tout a été fait dans les règles. Elena se tenait figée dans la cour, le visage blême. La fureur et le désespoir se luttaient dans ses yeux, mais elle était incapable de prononcer un seul mot. Quelques instants plus tard, Victor arriva. Il s'arrêta sur le seuil, scrutant la scène, Maggie blottie contre Rosa, sa petite main agrippant son bras. Lorsque leurs regards se croisèrent, le temps sembla s'arrêter, père et fille suspendus dans un instant d'espoir prudent. Puis Victor ouvrit les bras. Maggie se précipita dans ses bras, enfouissant son visage contre sa poitrine. Il la serra fort, ses mains tremblant de soulagement et de tristesse. Regardant Rosa, la voix de Victor se brisa. « Merci pour votre courage aujourd'hui. » Rosa hocha la tête, levant le menton pour la première fois. 3 jours plus tard, un silence étrange régnait à la résidence Wells. Eleanor avait été placée en garde à vue et les services de protection de l'enfance avaient émis une ordonnance d'urgence pour retirer Maggie d'un environnement dangereux. Maggie était désormais en sécurité chez Lisa Daniels, la meilleure amie de Jim et la confidente du chef de la police. Lisa avait travaillé sans relâche pour constituer un dossier judiciaire complet, images de vision nocturne, témoignages de Rosa, dessins de Maggie et dossiers médicaux détaillés sur le traumatisme de la jeune fille. Elle avait déposé une requête en urgence pour une audience de tutelle le matin même. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les médias locaux révélèrent la sombre vérité qui se cachait derrière les murs de pierre blanche de la demeure de Victor Wells. L'indignation publique grandit lorsque les parents qui avaient aperçu Elena aux réceptions scolaires commencèrent à s'exprimer, elle était toujours venue seule et n'avait jamais laissé Maggie la rejoindre. Le jour de l'audience, Victor apparut dans un costume gris impeccable, le regard clair et déterminé. Lisa était assise à ses côtés lorsqu'ils entrèrent dans la salle d'audience. Dans la salle d'observation, Maggie observait la scène à travers un écran,
assise à côté de sa psychologue pour enfants. Lorsque Victor leva doucement la main, l'enfant pinça les lèvres, puis hocha légèrement la tête. Elena suivit, son maquillage impeccable ne parvenant pas à dissimuler les cernes sous ses yeux. Son avocate se leva la première, la voix posée, « Ma cliente est une belle-mère stricte mais responsable. Les preuves sont fabriquées. Maggie souffre de délires influencés par des facteurs extérieurs. Elena elle-même a été victime d'un traumatisme et souffre actuellement de détresse psychologique. » Lisa se leva, ses paroles mesurées et inébranlables. « Votre honneur, il ne s'agit pas d'émotions. Ce sont des faits avérés, un enfant enfermé, privé de tout contact, soumis à des menaces et à des manipulations. Il ne s'agissait pas de discipline, mais de violence psychologique prolongée. » Rosa prit ensuite la parole, vêtue d'un simple chemisier gris, les cheveux soigneusement attachés. Sa voix restait calme. « J'ai entendu Maggie pleurer dans le débarras. Elle a survécu en mangeant du pain sec pendant 3 jours, en guise de punition pour ne pas avoir mangé avec sa famille. Elena l'a forcé à appeler sa maîtresse et lui a dit que personne ne l'aimait, pas même son père. » Lors du contre-interrogatoire, Elena perdit son sang-froid. « J'ai été élevée comme ça. Ma mère m'enfermait au sous-sol parce que j'avais parlé. Les enfants doivent apprendre à obéir. Maggie est égoïste, elle invente des histoires. Rosa est seulement mécontente. » Lisa a répondu en projetant le dernier dessin de Maggie, une image simple de la fille tenant la main de son père sous un ciel bleu vif, debout devant une petite maison en pas d'ombre, pas de crocs. Victor s'avança. « Je m'appelle Victor Wells. Je ne suis pas la victime. Je suis le père qui a trahi sa fille. Je pensais que la richesse et une maison suffiraient. Mais Maggie avait besoin de quelqu'un qui l'écoute, qui croit en elle, qui la protège. Je ne peux pas effacer le passé, mais à partir d'aujourd'hui, je marcherai à ses côtés, un pas après l'autre. » Dans la salle d'attente, Maggie a posé sa tête sur l'épaule de son psychologue et a murmuré « Papa ne me quittera plus. » Le tribunal a accordé la garde provisoire d'Elena à Victor et Lisa et a ordonné son placement en détention dans l'attente d'une enquête plus approfondie. Ce soir-là, Victor rendit visite à Maggie au centre de traitement. Elle interrompit sa peinture et leva les yeux vers lui. « Tu repars, papa ?» Victor s'agenouilla près d'elle, d'une voix douce mais ferme. « J'ai peur de te perdre. Mais je ne vais plus nulle part. » Des larmes de soulagement coulèrent sur les joues de Maggie tandis qu'elle le serrait dans ses bras. Dans cette étreinte, nul besoin d'une décision de justice, la justice avait déjà commencé. Elena porta le poids de sa propre perte dans la salle de garde, convaincue que Maggie se dressait entre elle et la famille qu'elle aspirait à retrouver. Lorsque Victor accepta une brève rencontre, l'air entre crépita d'accusations inexprimées. Elena se redressa, les doigts légèrement crispés sur le bord de son chemisier, son regard posé sur Victor, froid et précis, mais des ombres de lassitude vacillèrent sous sa détermination. « Tu crois avoir gagné » murmura-t-elle d'une voix tranchante comme un rasoir. « Mais tu n'étais pas là. » Ces mots résonnèrent dans le silence. Pas quand Maggie brûlait de fièvre à minuit. Pas quand elle hurlait dans ses cauchemars. C'est moi qui l'ai apaisée, qui ai essuyé son front fiévreux. Tu es apparu en vidéo pendant 3 minutes, puis tu as raccroché. Victor sentit la colère lui monter à la gorge. Il se pencha en avant, la voix basse et tendue. Et quel droit cela te donnait-il? De l'effrayer? De l'enfermer? De la rendre trop effrayée pour dessiner, trop effrayée pour parler? Oui, j'étais absent, terriblement absent. J'ai fui la douleur. Mais personne n'a le droit de transformer sa propre souffrance en punition pour un enfant. Elena laissa échapper un rire amer, la dureté de son regard s'estompant. Ce n'est pas mon enfant, cracha-t-elle. C'est l'ombre d'une femme que tu n'as jamais oubliée. Cette femme est morte, mais chaque fois que tu regardes Maggie, elle est toujours là, entre nous. Elle ferma les yeux, comme pour ravaler un sanglot qu'elle refusait de laisser échapper. Je voulais juste une vie à moi, loin de toute comparaison. Et Maggie, elle s'y opposait. Les poings de Victor se serrèrent, mais il ne protesta pas. Il soutint le regard d'Elena. Avant, je te trouvais froide, dit-il doucement, mais maintenant je vois que tu étais quelqu'un d'abandonné. On m'a appris que l'amour est une punition, que le silence te protège. Mais tout cela s'arrête maintenant. Sa voix devint ferme, résolue. Maggie n'est plus la petite fille que tu étais. J'ai déjà trop manqué, mais à partir d'aujourd'hui, même si je dois tout réapprendre depuis le début, je serai le père sur lequel elle pourra compter.
Il se leva et quitta la pièce sans un regard en arrière. Helena resta seule sous la lumière blanche et crue, dépouillée de toute excuse et de toute conviction. Pour la première fois, il n'y avait plus personne à blâmer et plus personne pour la croire. 3 mois plus tard, Maggie s'épanouissait dans un petit appartement près de Forest Hill Park. Ce n'était plus la grande demeure de son passé, mais ici, elle pouvait chasser le soleil sur l'herbe, réveiller Victor avec des rires matinaux et regarder Rosa sortir le pain frais du four. Victor avait abandonné sa vie professionnelle pour fonder une petite association caritative pour les enfants maltraités, où lui et Rosa donnaient bénévolement leur cœur chaque semaine. La nouvelle chambre de Maggie était son sanctuaire. Les murs brillaient de ses dessins colorés, dont un particulièrement vivant, 2 silhouettes, une vieille et une jeune, debout sous un grand arbre, le manoir lointain se fondant dans la brume. Victor découvrit une joie inattendue à cuisiner, déterminé à offrir à Maggie son premier vrai anniversaire. Chaque soir, il mesurait la farine et le sucre d'une main tremblante, apprenant que le véritable amour exige plus de présence et de patience que de perfection. Quand Maggie a eu 8 ans, elles se sont retrouvées dans leur salon douillet. Rosa a disposé des fruits et des collations, et quelques amis du centre sont arrivés avec leur mère. Lisa Daniels a offert un vélo rose le souhait même que Maggie avait murmuré à sa thérapeute. Le gâteau, niché sur la table avec des fraises fraîches et de la menthe, était orné d'une vieille bougie, la même flamme fragile qui vacillait autrefois sur une tranche de pain sec. Maggie contempla la bougie, calme et sereine, et lorsque Victor posa doucement une main sur son épaule, elle hocha la tête. La flamme dansa de nouveau, puis s'éteignit non pas un adieu au chagrin, mais la première promesse d'un nouveau chapitre. La main de Rosa sur le dos de Maggie était comme une bénédiction, tu as grandi, et maintenant ta vie commence vraiment. Plus tard, Maggie sortit sur le balcon, son nouveau vélo scintillant en contrebas. Elle contemplait le ciel ambré, un doux sourire illuminant son visage. Derrière elle, ombre et peur, devant elle, lumière et possibilité. L'histoire de Maggie est plus qu'un sauvetage, c'est un témoignage du courage d'un père qui a reconnu ses torts, du courage d'une femme de ménage qui a surmonté ses peurs et du pouvoir d'une communauté qui a protégé une âme fragile. Parfois, la justice ne s'épanouit pas dans les salles d'audience, mais dans le cœur humain, à travers une étreinte, une petite bougie ou un simple gâteau d'anniversaire. Et vous? Avez-vous déjà été un Victor, une Rosa ou une Maggie, cherchant votre voie dans l'obscurité? J'aimerais savoir ce qui vous a le plus touché, ou si vous avez suivi un chemin similaire. Et surtout, allez-vous bien? Vous n'êtes pas qu'un spectateur, vous faites partie de ce voyage. Merci d'être resté avec moi. N'oubliez pas de boire une gorgée d'eau chaude avant de vous coucher. Vous méritez qu'on prenne soin de vous, pleinement et profondément.